Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.info sur internet, sans oublier le site ovni au pluriel-usa.com, la veille ufologique américaine dirigée par Didier Deplège. C'est l'émission La Vague d'OVNI, c'est le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. L'émission La Vague d'OVNI animée aujourd'hui par Alexandre. Nous avons le plaisir de recevoir Gilda Bourdet. Comme il est de coutume sur notre antenne, lorsque Gilda sort un livre, nous le recevons pour en parler. Bienvenue Gilda. Bien, merci beaucoup et c'est très gentil de votre part. Gilda Bourdet qui a fait paraître ce nouveau livre. Alors je dis nouveau, on peut aussi peut-être parler d'édition augmentée. C'est vous qui dans quelques instants nous expliquerez exactement le contenu de ce livre. OVNI vers la fin du secret, paru aux éditions JMG dans la collection Le Temps Présent. Gilda Bourdet, OVNI vers la fin du secret, c'est la reprise d'un livre paru en 2001, OVNI, la levée progressive du secret. Oui. Tout d'abord, pourquoi avoir réalisé ce livre ? Parce que depuis 2001, il s'est passé beaucoup de choses et des livres avaient un petit peu disparu des rayons, il faut l'avouer, et mon éditeur souhaitait le relancer et m'a proposé de refaire une nouvelle édition. Bon, j'ai hésité, puis j'ai accepté, et je ne le regrette pas parce que, en faisant ce travail, je me suis rendu compte que ça valait vraiment le coup parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. C'est toujours difficile de reprendre un livre parce que j'imagine qu'on a peur de se répéter, oui. On a peur qu'on soit accusé d'avoir fait un livre de trop, un livre qui ne sert à rien. Eh bien, écoutez, le public jugera. Pour le moment, il démarre bien, et je pense que c'est quand même, disons, un bon travail qui va permettre à beaucoup de gens de se mettre au courant. Bon, c'est un peu en convergence avec un livre récent que vous connaissez, Koupri et Kragel. Moi, c'est un petit peu plus technique, si on veut. Eux, c'est vraiment une initiation pour grand public. Et moi, je propose un livre un peu plus épais et un peu plus technique, mais qui va dans le même sens et qui est également une bonne introduction générale. Gilda, vous nous dites que depuis 2001, il y a des éléments nouveaux. En tout cas, il y a eu beaucoup de nouveautés. Oui. Beaucoup de nouveautés par rapport à des témoignages, à des découvertes, ou beaucoup de nouveautés parce qu'on travaille mieux maintenant sur le sujet, on affine, on a une méthodologie qui fait qu'on a retrouvé des choses qui étaient déjà là auparavant, mais qu'on n'avait pas su voir. Ben, c'est un peu tout ça, en fait. Il y a de nouveaux témoignages. Par exemple, sur Roswell, il y a eu une véritable petite révolution sur Roswell avec deux auteurs, Tom Carr et Donald Schmitt. Bon, j'ai fait un livre l'année dernière assez volumineux sur l'affaire. Et là, je le reprends avec encore une mise à jour supplémentaire dans mon livre ici. Donc, les gens qui ne connaissent pas du tout, ils pourront lire le chapitre sur Roswell et ils seront bien informés quand même. Et puis, il y a plein d'autres choses. Je pense... Par exemple, la conférence de 2007 à Washington qui était remarquable. Mais j'ai envie de parler tout de suite de ce qui s'est passé en France ces derniers temps, parce que ça aussi c'est assez intéressant, c'est qu'il y a un renouveau d'intérêt pour les OVNI qui est assez manifeste, mais encore très ambigu. Il y a des émissions favorables, comme une émission qui a eu lieu sur Canal+, qui était très bonne en fait, malgré quelques critiques, et une émission qui était assez détestable sur France 3 en 2007, Pièce à conviction d'Élise Lucet. J'ai bien envie d'en dire un mot, moi, pour commencer, si vous voulez. Alors, c'est une émission qui se donnait des airs d'être équilibrée, ouverte, mais qui en fait était complètement acquise aux sceptiques, puisque sur le plateau, il y avait Pierre Lagrange, il y avait Henri Brock, qui est un sceptique bien connu. Et alors, ils me font rigoler, ces sceptiques, parce qu'ils se contredisent entre eux. Par exemple, Henri Brock, sur le plateau, à la fin, c'était la fin de l'émission, a dit oui, il doit y avoir des civilisations extraterrestres, mais c'est beaucoup trop loin. Elles sont beaucoup trop loin pour venir nous voir. Mais en même temps, à peu près au même moment, il y avait un autre sceptique, l'astronome Vidal Madjar, qui raconte, lui, qu'il sort un nouveau livre, je crois, que nous sommes seuls dans l'univers parce que s'il y avait d'autres civilisations, il y a longtemps qu'elles seraient venues nous voir. Donc ils se contredisent totalement. Alors,
quant à l'émission, franchement, il y avait des choses, c'était vraiment très, très, très truqué. Par exemple, sur l'affaire de Trans-en-Provence, qui est bien connue. Bon, pour ceux qui ne savent pas, en 1981, il y a eu un atterrissage d'un petit ovni dans un jardin à Trans-en-Provence. Le témoin a été maintes fois interviewé. Ça a été très bien étudié par le GEPAN à l'époque, avec l'INDRA, le professeur Bougnas, qui a étudié les plantes. Il y a eu des effets sur les plantes. Il y a eu une trace circulaire au sol. Mais ça a été complètement massacré à l'émission. Ils ont réussi à faire dire au vieux bonhomme que c'était peut-être des traces de pneus d'un camion. Alors, quand on voit comment le jardin est agencé, c'est quasiment insensé comme explication. Et alors, hop, ça y est, emballé. Élise Lucet a dit, ben voilà, c'est ça. Et alors, il y avait le malheureux Jean-Jacques Velasco sur le plateau qui a été pris complètement de court, qui a été complètement déstabilisé. C'était absolument effrayant. De même, sur cette émission, j'ai envie de rajouter un mot, si vous permettez, c'est sur la politique américaine du secret, qui, pour moi, est un élément central de toute l'ufologie. J'en parle longuement dans mon livre, je reviens tout le temps là-dessus. Il y a des choses complètement ridicules qui ont été dites et répétées. On a ressorti l'opinion d'ancien historien de la CIA, Gerald Haynes, qui a reçu le jeune journaliste de l'équipe d'Élise Lucet, et qui a expliqué que les ovnis, c'était des confusions avec les avions secrets. Le U-2, notamment, mais l'avion U-2, avec des longues ailes droites, a fait son premier vol en 1955, alors que 8 ans après les premières grandes vagues. Donc c'est parfaitement ridicule, qui ont commencé en 1947. Et ainsi de suite, tout était comme ça dans cette émission. Voilà, allez, j'ai vidé un petit peu mon sac, mais je pourrais continuer pendant un quart d'heure, si vous voulez, mais on n'a pas le temps. Hein. Non, on va plutôt s'arrêter sur votre livre aujourd'hui, Gilda Bourdet. Alors Gilda, nous vous connaissons à l'antenne, mais il y a des personnes qui découvrent cette émission et qui vous découvrent. Vous intéressez à l'ufologie et vous travaillez sur l'ufologie depuis combien d'années maintenant ? Ça fait une bonne vingtaine d'années que je travaille vraiment activement sur la question. Vous êtes spécialisé sur l'affaire de Roswell, on a fait de nombreuses émissions sur le sujet. Je ramène nos auditeurs à ces émissions-là parce que sinon ça nous prendrait des heures et des heures. Mais pourquoi avoir choisi ce cas de Roswell ? Parce que je pense qu'il est tout à fait central dans toute la problématique ufologique, parce que il est remarquablement documenté, et comme je le disais au début de l'émission, il y a toute une nouvelle vague d'études de témoignages qui est apparue depuis 2007, et donc qui renforce le cas, et c'est un événement considérable s'il est vrai. C'est le crash d'un ovni aux États-Unis en 1947 dans la région de Roswell, avec récupération de cadavres et même d'un survivant. C'est absolument fabuleux comme histoire. 2007 pour de nouveaux témoignages, 1947. Oui. Certains vont se poser la question à savoir d'où viennent ces témoignages, parce que là on est en train de sauter les générations. Oui. Alors, en 3 mots, je résume. En juillet 1947, est en train de se dérouler la première grande vague d'observation de soucoupes volantes. J'aimerais en dire un mot quand même, parce que c'est formidable comme cette vague. Quand on a des descriptions maintenant dans des documents militaires américains de l'époque qui ont été progressivement divulgués, il y en a certains qui étaient top secrets même, ils décrivent une véritable vague délibérée. Il y a un cas que je trouve extraordinaire, c'est un officier de l'armée de l'air qui décrit une patrouille d'ovnis en formation qui pique vers une base, qui font une passe au-dessus de la base et qui repartent à 45 degrés, toujours en formation. Ça s'appelle une démonstration, ou une monstration, comme disent les philosophes. C'est délibéré. C'est un événement qui s'est produit de manière totalement inattendue, qui a laissé tout le monde cloué sur place. Mais ça, en quelque sorte, ça s'est cassé au beau milieu parce qu'il y a eu l'accident de Roswell. Puis juillet 1947, la base des bombardiers nucléaires
de Roswell a fait un communiqué de presse fracassant, disant qu'ils avaient trouvé une soucoupe dans la région et qu'ils avaient tout emballé. Mais le soir même, le général Ramey, commandant la région aérienne, a fait un démenti expliquant qu'il s'était trompé, qu'ils avaient récupéré un ballon météo avec sa cible radar. Et alors, l'armée était tellement au pinacle à l'époque que les gens ont cru cela. Et puis, c'était préférable, aux yeux de la plupart des gens, que d'imaginer un crash de soucoupe volante avec des martiens à bord. Hein. Donc, ça s'est arrêté pendant 30 ans. Mais 30 ans après, presque par hasard, l'ufologue Stanton Friedman, que nous connaissons ici sur cette antenne, a rencontré presque par hasard le commandant Marcel, à la retraite, qui lui a révélé qu'il avait ramassé des débris tout à fait extraordinaires. Et l'affaire est repartie de la fin des années 70. Donc je passe sur toute l'histoire, mais on a maintenant, ça a été relancé dans les années 90, il y a eu de nombreux épisodes, et encore en 2007, je le disais, avec un nouveau livre de Carré et Schmitt, plein de nouveaux témoins, et ça continue encore. Alors justement, cette affaire de Roswell a été à une époque largement, et il faut qu'on en parle obligatoirement, largement décrédibilisée par un film. Vous y revenez dans votre livre, un film qui mettait en scène une autopsie d'extraterrestres présentée comme celui de Roswell. Alors je redonne le contexte pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire. En 1980, de 91 à 94, il y a eu plusieurs livres tout à fait percutants de Kevin Randall, Donna Schmitt, Stan Friedman et d'autres. Et il y a eu une enquête demandée par le sénateur Schiff du Nouveau-Mexique au Congrès qui a eu lieu. C'était le General Accounting Office, le GAO. Ils ont fait leur enquête, ils l'ont publiée en juillet 95. Ils ont dit que tout ce qu'ils avaient pu trouver, c'est que on avait détruit une grande partie des archives de la base de Roswell sans explication, que c'était absolument anormal. Et que l'enquête sur ce qui s'était écrasé à Roswell continue. C'était important comme document, ça. C'était quand même la commission d'enquête du Congrès américain qui disait ça. Et bien, ça a été complètement occulté par l'irruption d'un film étrange sur l'autopsie d'un cadavre soi-disant de Roswell. Et ça a fait capoter toutes les enquêtes. Le rapport du GAO, ça a été le scandale de l'année. Je vous connaissais à peu près, enfin je crois qu'il y a pas mal de gens qui s'en rappellent encore. Et ensuite, on a mis en doute ce film avec toutes sortes d'arguments, mais on n'a pas réussi vraiment à le démolir, ça reste un objet très étrange. Selon vous, c'est un missile, ce film, un missile téléguidé, et qui a atteint sa cible? Ah oui, j'en suis absolument certain, même pratiquement certain, parce qu'il y a des témoignages qu'on a recueillis par la suite de gens qui ont vu le film, qui ont dit qu'ils avaient vu le film avant dans les archives de l'Air Force. Ou à la CIA aussi. Donc c'est extrêmement glauque comme histoire. Là-dessus, le petit producteur de musique anglais qui avait divulgué le film, il s'est mis à raconter n'importe. Il a raconté n'importe. C'est bien simple, il a menti de A à Z tout le temps, ce gars-là. Il a raconté. Alors, il s'est mis à expliquer en 2006, que oui, il avait bien acheté ce film à un caméraman, mais qu'il était aux trois quarts détruit, qu'il avait dû le refilmer, qu'il y avait des petits morceaux de film authentiques dedans, mais il ne savait plus très bien où. Enfin, c'était n'importe quoi. Et alors, du coup, l'ufologue anglais qui le soutenait, Philippe Mantol, a dit « Ah non, non, là, je mets les pouces, j'en ai marre, je n'y crois plus. » Mais l'année d'après, il y a un nouveau venu qui a débarqué, qui s'appelle Spiros Melaris, qui a raconté une autre histoire, qui a dit que c'est lui qui avait tout tourné le film, que Santi lui avait passé la commande, mais d'ailleurs lui avait pas payé, il allait lui faire un procès, mais on attend toujours le procès. Hein. Et puis il était flanqué du sculpteur Humphreys, qui avait déjà avait secondé Santi l'année d'avant, puis qui a redit la même chose avec lui, qu'il avait fait le cadavre. Mais en réalité, ils n'ont apporté rigoureusement aucune preuve, ni l'un ni l'autre, enfin les trois, de ce qu'ils avançaient. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve qu'ils ont fait ce film. Alors, selon vous, ce film, c'est un faux tiré d'un vrai? Oui, alors, et Melaris s'est dit, vous allez voir, je vais apporter les preuves, je vais faire un livre. C'était il y a 2 ans, on l'attend toujours. Hein, c'est un faux tiré d'un vrai, selon vous, ce film? Ça doit être, à mon avis, c'est sans doute quelque chose comme ça, oui. Ouais, ouais. On prend la vraie version. J'ai un ami qui connaît
le technicien qui a préparé la vidéo pour TF1, qui a été diffusée à l'époque, et qui est un bon technicien en informatique, et qui s'est aperçu qu'il y avait des zones trafiquées numériquement sur les images. D'accord. C'est assez fréquent hein, dans l'ufologie. Bon, le débat hein, traîne encore autour de ce film, mais c'est assez fréquent dans l'ufologie d'avoir des images qui sont parlantes, hein, sur lesquelles il n'y a pas de doute même quand on fait des études, et puis d'un seul coup, il y a un détail qui décrédibilise l'ensemble. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un cas exemplaire, je trouve, très, très bien documenté maintenant, de désinformation amplifiante. En fait, on a un document qui sort au bon moment pour faire couler toutes les enquêtes. Et on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est, en fait. Et en réalité, c'est très, très, très louche. C'est très, très suspect. Ce livre qui vient de sortir aux éditions JMG, OVNI vers la fin du secret, point d'interrogation. Oui. Le premier, c'était la levée progressive du secret. Ouais. Vous avez l'impression, Gilda, que les choses avancent ? Alors voilà, je suis content que vous me posiez la question parce qu'il faut le dire. Il y a des gens qui disent mais ça n'avance plus du tout. Il y a quelqu'un sur mon blog qui m'a écrit « Oui, mais je vais l'acheter votre livre, mais il ne se passe plus rien depuis l'époque de Heineck et Vallée. » Alors là, je crois que vraiment, il faut qu'il se mette au courant. Il faut absolument qu'il lise mon bouquin, là. Hein, parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis cette époque, depuis les années 90 en l'occurrence. Et alors, pour les livres de Vallée. Mais oui, ça bouge. Quand on se donne la peine de se mettre au courant, comme vous le faites à la radio ici et maintenant d'ailleurs, très très bien, on voit bien que ça bouge, qu'il se passe plein de choses. Et donc, mais on n'est pas encore sur le point, à mon avis, d'avoir une divulgation globale, générale. Là, c'est là que je suis un petit peu je suis en désaccord avec les gens, d'une part les sceptiques, vous l'avez compris, mais avec aussi peut-être des gens qui croient que ça y est, on va y arriver. Et en fait, ben non, on n'y est pas tout à fait encore. Il y a des raisons pour ça. Alors, on rappelle pour tous ceux qui découvrent une fois de plus cette émission que lorsqu'on parle de sceptique, on parle du mauvais angle du sceptique, c'est-à-dire de celui qui est sceptique uniquement pour contredire. Le sceptique, finalement, c'est une personne qui est très intéressante et qui fait avancer les choses parce qu'elle garde l'esprit neutre, elle prend le pour, elle prend le contre, elle travaille dessus. Ça, c'est le sceptique et c'est le bon côté du sceptique. Le sceptique, évidemment, n'apporte rien lorsque, d'ores et déjà, son opinion est faite et qui n'est là que pour contrer les événements. C'est important pour ceux qui nous écoutent et qui se disent oui, mais si je me pose des questions, je suis un sceptique, j'ai pas le droit de... Si, bien sûr. Non, au contraire. Au contraire, il faut réfléchir, il faut critiquer, il faut faire une lecture critique des livres, etc. Dans ce livre, Gilda Bourdet, il y a évidemment tout ce qui vous intéresse en ufologie. Je vais vous demander, lors de cette émission, après cette présentation que nous venons de faire, de peut-être revenir sur ce qui vous apparaissent comme les points principaux de ce livre, évidemment pas avec le détail du livre. Hein. Oui. Nous allons y revenir dans quelques instants, après cette présentation donc, de Gilda Bourdet qui anime aujourd'hui cette émission La Vague d'OVNI, qui a lieu tous les mardis soirs à partir de 23h et le dimanche de 14h à 16h. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, Ici et Maintenant.info sur Internet. C'est l'émission La Vague d'OVNI, une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre, notre invité, et Gilda Bourdet. Il vient nous présenter son nouveau livre paru aux éditions JMG, OVNI vers la fin du secret. Gilda, je vous donne la parole. Je vais, comme nos auditeurs, découvrir ce livre et vous demander de nous le présenter et de nous présenter les cas les plus, selon vous, intéressants qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, écoutez, en quelques mots, dans ce livre, je retrace un petit peu l'histoire de l'ufologie, notamment tous ces énormes problèmes du secret aux États-Unis. Et c'est une longue histoire. Je vais donner un tout petit aperçu, si vous voulez, mais pour faire une présentation complète tout de suite, globale du livre, j'aborde dans ce livre, disons, les principaux chapitres classiques de l'ufologie, qui sont donc les observations, les études, notamment en France, il y en a eu quand même beaucoup. Et puis ensuite, l'apparition, disons, des premières
histoires cachées jusque-là, notamment vers la fin des années 70, l'affaire de Roswell qui démarre, et puis dans les années 80, beaucoup de rumeurs qui sont apparues. Beaucoup ont sans doute aujourd'hui été fausses et étaient destinées à déstabiliser probablement les études qui commençaient à avancer sur ce domaine. Et puis ensuite, il y a eu donc des études qui ont continué. Et alors, je crois qu'on peut dire, il y a eu des aspects qui sont apparus, qui sont devenus assez inquiétants, qui sont les enlèvements. Ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur. Ça a commencé un peu dans les années 60, 70. Ça a pris beaucoup d'ampleur dans les années 80. Et c'était un gros problème quand même, l'histoire d'enlèvement. Et puis il y a le dossier des mutilations de bétail également qui est apparu dans les années, surtout les années 70 et qui continue encore aujourd'hui. Il y en a encore. Oui, c'est effectivement actuellement même. Pour le grand public, les enlèvements, c'est dans la culture cinéma, les abductions. C'est le terme abduction pour les enlèvements. Ok, pour les abductions, moi je ne suis pas contre les... J'essaie d'éviter les termes anglais parce qu'on pourrait me le reprocher, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc les abductions, eh bien, c'est une partie quand même assez détaillée dans mon livre, dont je parle. Par exemple, de l'affaire de Betty et Barney Hill, je vais en dire un mot. Et puis j'aimerais parler aussi un petit peu des extractions d'implants, notamment de mon ami le docteur Lair. Je pense que c'est un point très important et qui a été très discrédité, notamment en France d'ailleurs. Et puis ensuite, je parle des nouveaux développements récents. Bon, il y a eu beaucoup de théories assez impressionnantes ces dernières années. J'en parle un petit peu, mais je recommande la prudence vis-à-vis de pas mal d'entre elles. Je crois qu'il faut quand même savoir rester prudent. Vous le disiez vous-même d'ailleurs il y a un instant. Et puis, j'ai une dernière partie, disons, dans laquelle j'essaie de prendre un petit peu de champ, de recul, pour se poser la question, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est bien des extraterrestres? Bon, il y a des gens qui pensent que c'est autre chose. Moi, je suis un tenant de l'hypothèse extraterrestre, mais je n'exclus pas d'autres aspects éventuels. La seule chose qui m'embête, c'est quand les gens disent « Mais non, oubliez les extraterrestres, c'est ceci, c'est cela, ce sont des anges, des démons, des elfes et des lutins, ou quoi encore ?» Donc là, je dis « Attention, non, pas d'accord. Pour moi, il y a des extraterrestres, c'est quasiment certain, pour autant qu'on puisse être certain de quelque chose. » Ça, c'est mon point de vue, et je le défendrai mordicus. Mais il y a beaucoup d'aspects tout à fait étranges, c'est certain. Il y a des révélations tout à fait étranges sur éventuellement d'autres dimensions. Par exemple, bon, ça pourrait expliquer comment les ovnis peuvent ou les astronefs dont sortent les ovnis, les vaisseaux très grands, peuvent traverser de vastes espaces en passant peut-être par d'autres dimensions. Ça, j'en parle également dans mon livre. Donc voilà, c'est un petit peu un tour général de la question. Donc, et nous vous écoutons. Effectivement, je pense que de commencer par Betty et Barney Hill, c'est une bonne entrée en matière. Donc les enlèvements, les abductions pour le grand public. Oui, sauf que c'est pas dans cet ordre-là que j'y... Enfin, non, mais c'est pas... Si vous voulez. Je veux bien qu'on commence par cette histoire. Oui. Eh ben, allons-y. Donc, au début des années 60, c'est en 1966 qu'a surgi publiquement l'histoire de Betty et Barney Hill, qui était un couple mixte, racial. Betty Hill était blanche et Barney Hill noir, c'est pas inintéressant à signaler. Mais ils ne s'intéressaient pas du tout aux ovnis, ces gens-là. Ils étaient travailleurs sociaux, ils étaient très impliqués dans le militantisme, les civil rights, les droits civils, des choses comme ça. Les ovnis, ça ne les intéresse absolument. Ils n'y connaissaient absolument rien. Or, ça leur est tombé sur la tête. Ils revenaient de vacances du Canada, ils habitaient dans l'Est, dans le Nord-Est des États-Unis, et ils ont vu un ovni qui s'approchait de leur voiture la nuit tombée. Et puis, ils ont eu 2 heures
Ils se sont arrêtés, ils l'ont vu de près, et puis plus rien. Ils se sont retrouvés sur la route 2 heures après, complètement groggy. Ils sont rentrés chez eux avec 2 heures de retard. Et puis ça les a travaillés, et puis finalement ils se sont rappelés peu à peu, et comme Barney souffrait, était très déstabilisé par ces histoires, ils sont allés voir finalement un psychiatre, un excellent psychiatre, le docteur Benjamin Simon, qui a fait 6 mois d'hypnose séparément. Ils ont raconté la même histoire. Ils se sont rappelés d'avoir été enlevés à bord d'un ovni. Et c'est une histoire tout à fait solide et crédible, en fait. Il y a eu Bon, je passe sur les détails, mais il y a beaucoup de détails qui sont crédibles. Et il y a un aspect très intéressant dans cette histoire. C'est que Betty Hill, sous hypnose, s'est rappelé que le chef, entre guillemets, des extraterrestres, qui avait l'air un peu humanoïde, comme ça, mais pas tout à fait humain, a eu un dialogue avec elle, télépathique plus ou moins, et lui a montré une carte, et s'est rappelé d'une carte qu'elle a dessinée. Or, cette carte est très intéressante parce que, d'après les études qui ont été faites, ensuite, en comparant cette carte avec les étoiles proches du système de la région de notre Soleil, on pense avoir repéré des étoiles, et notamment un couple d'étoiles proches l'une de l'autre, Zeta Reticuli 1 et 2, à 37 années-lumière de la Terre, sauf erreur, oui, c'est-à-dire pas très loin, entre guillemets, dans l'espace. Or, ce sont des très bonnes candidates, parce qu'elles ont, pour la naissance d'une civilisation extraterrestre, elles ont 1 milliard d'années d'ancienneté par rapport à nous. Elles sont pas tellement. Comme elles sont proches l'une de l'autre, c'est Stan Friedman qui explique ça très bien, qui soutient avec beaucoup de vigueur cette histoire. Et on peut imaginer, dans la psychologie d'une civilisation qui naît sur des planètes autour de ces étoiles, qui sont vraiment attirées par l'espace, en voyant un autre soleil pas très loin. Voilà, c'est très intéressant comme histoire. Et moi, je crois qu'elle est vraie. C'est en tout cas une des histoires les plus fameuses et Oui. les plus connues de l'ufologie. Ce psychologue qui a mis sous hypnose ce couple séparément, lui-même s'intéressait aux ovnis déjà ? Pas du tout, non, il n'y connaissait absolument rien, mais il a été très secoué par cette histoire. En fait, il a été co-auteur du livre qui a été écrit ensuite, dans lequel il dit « Oui, c'est vrai, et il est évident que Betty et Barney croient absolument à leur histoire. » Ça, c'est un point important, qu'ils ne sont pas fabulateurs, qu'ils sont persuadés que ça leur est arrivé. Mais lui, le docteur Simon, dit « Moi, je ne peux pas y croire, c'est pas possible. » Voilà. Ça, c'est une réaction assez typique, ça aussi. Il y a un a priori idéologique qui empêche de croire à ce que l'on voit. Mais on voit aussi une chose en lisant le livre, c'est qu'il a passé son temps à essayer de leur faire dire qu'ils avaient rêvé. Et chaque fois, ils disent « Non, c'est pas vrai, on n'a pas rêvé. » Alors, il y a aussi cette notion dans cette affaire d'enlèvement de temps manquant. Voilà, il y a 2 heures de temps manquant, donc ils ne se rappellent pas du tout ce qui leur est arrivé. Ils se retrouvent sur la route complètement assommés, mal fichus. Et ça, c'est classique. Il y a eu ensuite de nombreuses histoires de ce type. Alors, à mon avis, le meilleur enquêteur qui est apparu vers la fin des années 70, c'est l'artiste new-yorkais Bud Hopkins, qui a commencé à s'intéresser aux ovnis après en avoir vu un lui-même dans les années 60. Et puis, il s'est trouvé confronté à des cas, à des histoires de ce genre, notamment d'un jeune qui s'appelle Stephen Kilburn, enfin c'est un pseudonyme, qu'il a étudié avec d'autres cas, et qui raconte des histoires de ce genre, de rouler sur une route tout d'un coup, et puis d'avoir un trou, de voir un ovni, et puis de ne plus se rappeler de rien du tout. Et après, sous hypnose, apparaît une histoire d'enlèvement à bord d'un ovni. Donc, Hopkins a fait un premier livre en 1981, puis un autre en 1987, et il y a eu d'autres auteurs qui se sont lancés là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'a émergé un dossier très fort sur les enlèvements. Notamment, il y a un folkloriste américain, Eddie Bullard, qui a fait toute une étude sur 400 cas
dès le début des années 80, des gens qui ne se connaissaient pas du tout, d'un bout à l'autre des États-Unis, et qui racontaient à peu près la même histoire. Donc ça, c'est extrêmement fort comme dossier. Ça rappelle de très près le film Rencontre du troisième type, qui met en scène des personnes qui ne se connaissent pas Oui. et qui se retrouvent intimement attirées vers un endroit bien précis qu'ils ne connaissent pas non plus. Oui. Alors là aussi, c'est intéressant, c'est un aspect dont on peut parler, c'est les phénomènes de type télépathique, paranormaux et autres. Mais ça, j'y crois aussi que c'est très présent dans toute l'ufologie, ça aussi. D'ailleurs, je vais vous en parler, moi, des rencontres du troisième type, si vous voulez. Donc, pour terminer avec un petit peu les enlèvements, pour que ce ne soit pas trop décousu quand même, je parle donc de sous-dossier des enlèvements, je l'analyse, je le discute, hein, je vois les arguments pour et contre. Et puis, je parle aussi du dossier des extractions d'implants supposés d'origine extraterrestre. Et là, bon, alors évidemment, il y a un déchaînement sceptique contre ces histoires, mais moi, je connais des principaux acteurs de ce dossier, le docteur Roger Lair, que j'ai rencontré plusieurs fois, et encore en 2007 là, à Roswell. Je l'ai rencontré pour la première fois en Angleterre en 1999. J'étais en train de lire son livre, je lui ai dit, regardez, je suis en train de lire votre livre. Du coup, on a sympathisé, on a dîné ensemble, et c'est comme ça qu'on est devenus amis. Et puis, j'ai été amené à prendre sa défense à plusieurs reprises sur l'Internet, parce qu'il y avait des gens qui l'attaquaient. Et, on peut revenir sur quoi travaille Roger Lair exactement ? C'est un médecin chirurgien américain qui est spécialiste des pieds. Alors, ça fait beaucoup rire les sceptiques. Oh là, c'est un chirurgien des pieds. C'est pas un vrai chirurgien. Sauf que c'est une discipline quand même reconnue aux États-Unis, qui est plus importante qu'en France, disons. Et il a eu l'occasion de faire plusieurs extractions de petits objets suspects à partir des milieu des années 90. Et il en est là, cet hiver, il m'a annoncé qu'il préparait la 16e opération d'extraction d'implants. Il ne le fait pas tout seul, avec des collègues, parce qu'il y en a un peu partout. Il y a, par exemple, au-dessus du poignet, ou alors dans d'autres endroits. Mais enfin, il y avait au départ, c'était surtout dans les pieds. Et ces objets sont tout petits et ils ont des propriétés tout à fait étonnantes. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait un peu trop technique et moi-même je risquerais de m'y perdre. Mais j'en parle de manière assez longue dans le livre et c'est tout à fait sérieux comme histoire. Ça a été étudié notamment par l'association NEEDS avec le colonel Alexander et qui a des liens pas plus que supposés, manifestes, évidents avec les militaires américains. Mais ces implants, on peut les voir ? Mais oui, bien sûr. J'en donne même une photo, page 245, d'un implant dans le pied d'une des opérées, Patricia. C'est un implant en forme de T, un petit T. Et tout ça a été étudié de près, dans plusieurs laboratoires. Il n'a même pas tout divulgué, le docteur Lair. Moi, je sais des choses qu'il m'a dites qui restent confidentielles. Pour quelles raisons est-ce qu'on garde ? Parce que ça, je l'entends assez souvent, hein, au fur et à mesure des émissions. Tout le monde, en tout cas tous les ufologues que nous avons reçus ici, et chercheurs, et ceux qui ne s'appellent pas ufologues, etc., sont pour une levée du secret. Et pourtant, j'entends assez fréquemment la phrase que vous venez de prononcer. Il y a bien d'autres choses, mais elles ne sont pas divulguées, je ne peux pas les dire, elles sont secrètes, enfin exactement ce que vous venez de me dire. Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, ça ? Déjà garder des résultats de recherche sur un sujet dont on n'a pas encore d'aboutissement. Il m'est arrivé d'apprendre comme ça des choses confidentielles. Il y a un problème de confidentialité. Quand quelqu'un vous dit, voilà, confidentiellement, je vous informe de ceci, mais je ne peux pas le dire publiquement, vous ne pouvez pas le répéter. Maintenant, il y a deux solutions. C'est que moi, j'en dis pas un mot, hein, mais c'est encore pire, à mon avis. Je préfère prévenir les lecteurs, les auditeurs, qu'il y a certaines choses qui restent relativement confidentielles, ou même voire très confidentielles. C'est comme ça. Mais
il y a suffisamment de choses que l'on peut dire, notamment sur ce problème des enlèvements, des opérations d'implants, pour qu'on puisse se faire une opinion quand même, largement. Mais selon vous, pourquoi, généralement, pas forcément sur le cas de Dr Lair, pourquoi garder secret des éléments? Pour quelles raisons? Alors, moi je pense, disons, allez, on va essayer d'élargir un petit peu la question. Pourquoi le secret? Eh bien, moi je pense qu'on a eu raison de maintenir le secret pendant un certain nombre d'années, mais que ça commence à bien faire. Voilà, je vous le dis comme ça, un peu brutalement. Il faudrait quand même, je vais vous dire, il y a quelques mois, j'ai été appelé par un journaliste américain qui travaille pour une grande institution, comment ça s'appelle déjà à Washington, la Smithsonian Institution. C'est typiquement américain, c'est privé, mais ça travaille très étroitement avec le public. Ce sont eux qui tiennent le grand musée de l'air et de l'espace sur les grandes esplanades de Washington. Et il m'a dit, ben voilà, oui, pourriez-vous m'envoyer le texte de la conférence que vous avez faite sur le GEPAN, sur la renaissance de l'ufologie en France, ça m'intéresse beaucoup. C'est un ufologue anglais, entre parenthèses, qui est un sceptique, qui m'a signalé votre article, votre conférence. Alors je lui ai envoyé, et puis un peu de temps après, il m'a dit, ah mais c'est très intéressant, je suis très intéressé, est-ce que je pourrais vous appeler pour en parler? Je lui ai dit oui, il l'a fait, et pendant une demi-heure, il m'a questionné, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait que le gouvernement américain fasse quelque chose comme ça? Je lui ai dit, bah oui, il est temps que vous bougiez un peu. Donc, il y a comme ça des gens qui sont en train de réfléchir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, l'idée, là, en l'occurrence, c'était de faire une espèce de GEPAN à l'américaine. Donc, on est un petit peu à mi-pente, comme ça. Ça bouge de tous les côtés. Ça m'a beaucoup frappé aussi en Amérique du Sud. J'ai été invité il y a encore 2 ans, en 2007, au Brésil, à Curitiba. C'était très intéressant parce qu'il y avait des représentants un peu officiels. Il y avait le général Bermudez du Chili, il n'a pas mâché ses mots. C'est lui qui avait créé la commission d'enquête officielle au Chili, il y a un certain nombre d'années. Il a ouvert sa conférence en disant « L'existence des ovnis ne fait pas l'ombre d'un doute ». Donc les gens qui sont en train de découvrir ça aujourd'hui, il y en a d'autres qui l'ont découvert avant eux. Soit dit en passant, ça fait un certain nombre d'années quand même que le GEPAN dit cela, et même Velasco l'a écrit, l'ancien ingénieur du CEPRA. Il a fini par le dire carrément dans son livre. Et au Brésil, pareil, il y a des généraux qui ont commencé à montrer des documents aux ufologues. Mon ami Javert a participé à ces séances de divulgation, d'abord simplement pour les yeux seulement, mais maintenant ils ont des documents. Donc ça progresse. Il y avait un colonel d'Uruguay, le colonel Sanchez, qui est responsable des études OVNI en Uruguay, etc. Moi, j'en avais vu en Italie aussi. Donc, ça bouge de tous les côtés. Sauf, officiellement, aux États-Unis. Ça devient une anomalie tout à fait étonnante, en fait. Donc, bon, je ne sais plus très bien où nous en étions. Mais on était sur Roger Lair et sur la fin de Roger Lair qui vous disait, vous nous disiez que Roger Lair avait gardé des... Oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de secrets? Voilà, j'ai un peu dérapé, excusez-moi. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tant de secrets? Je pense que parce que c'est un dossier extrêmement dérangeant et impressionnant. Si vous voulez, allez... On revient un tout petit peu sur les idées fondamentales à ce sujet. Moi, je crois que ce qui se prépare, c'est le deuxième choc cosmique, en fait. Le premier choc cosmique, pour moi, c'est la découverte de Copernic-Galilée, que la Terre est une petite bille qui tourne dans l'espace, autour du Soleil, et que l'espace est immense. Ça, c'est le premier choc, mais c'était un choc philosophique, si on veut. Ça n'a pas eu d'impact sur la vie des gens. Aujourd'hui, cette affaire des ovnis, ce qui pose la question de présence d'extraterrestres en visite, ou même pour certains peut-être depuis longtemps, et dans le coin, si j'ose dire, ça pose un autre genre de problème. C'est beaucoup plus impressionnant et redoutable parce qu'ils sont là.
il y a des gens qui se font enlever, qui se font abducter presque chez eux même. Et c'est très étrange. Ils sont là, on a l'impression qu'ils sont capables de traverser les murs, mais ça flanque la trouille, ça, ces choses-là. Et donc, et puis, même une découverte comme Roswell, je veux dire, c'était un choc énorme déjà à l'époque. Voilà des extraterrestres à bord d'une soucoupe. On les a récupérés, on les a autopsiés, etc. Et on a gardé ça secret. Ah, j'avoue que je trouve ça compréhensible. Ça ne pouvait probablement pas être divulgué brutalement. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas voulu le faire. Et peut-être ont-ils eu raison, parce que on a besoin d'une longue préparation pour franchir ce cap. Pour sortir de notre ego, sortir de notre nombrilisme, ouais. et accepter le fait qu'on ne soit pas seul dans l'univers, en tout cas avec une intelligence. Et qu'on n'est pas les plus forts non plus. Et qu'on n'est pas les plus forts, donc selon vous, cela justifie. Mais alors, quand on a ce genre de réflexion, on se dit aussi que on se dirige naturellement vers une révélation. Voilà, c'est la deuxième partie. Merci de me tendre la perche, parce que je pense que bien qu'il y ait encore des gros obstacles qu'on vient d'évoquer, obstacles religieux aussi, hein, l'histoire religieuse, hein, ça craint un peu aussi. Hein. Mais vous avez vu que le Vatican se prononce maintenant ouvertement en faveur de... Il y a eu une déclaration que je cite au début de mon livre d'un théologien du Vatican qui a écrit quelque chose comme ça, les extraterrestres, nos frères. Donc ça bouge aussi de ce côté-là. Mais on va, oui, forcément vers la divulgation. Ça ne pourra pas rester gelé comme ça indéfiniment. On y va. Pour ça, il faudrait peut-être une nouvelle vague. Oui, effectivement. Et alors, des observations, on continue à en avoir un peu partout. Et puis, pas des petites, hein, il y a des très grosses observations qui se manifestent ici et là. Il y en a eu récemment aux États-Unis, notamment, j'en parle un peu dans mon livre, à Stephenville, par exemple. Il y a eu l'affaire de Phoenix, on pourrait peut-être revenir un petit peu là-dessus. Avec plaisir. Sur la conférence de 2007 à Washington. Il y a eu donc beaucoup d'observations ces dernières années, d'autres plus anciennes qui ont été rappelées. Il y a eu une très belle conférence organisée par deux journalistes, Leslie Keane, que vous connaissez. Nous l'avons même interviewé ensemble à Châlons, en Champagne. Tout à fait. Il y a Je m'en quelques années. souviens parfaitement. C'est une personne très sympathique. Hein. Vous êtes d'accord ? Tout à fait d'accord. Voilà, Leslie Keane et James Fox, que je ne connais pas. Mais c'est une excellente équipe. Ils ont réussi à monter une conférence à Washington en septembre 2007 qui était très bien faite, avec une brochette de 18 ou 19 invités de très bonne qualité. Il y avait même 2 ou 3 Français d'ailleurs. Et parmi les invités les plus percutants, il y avait le président de la séance qui était l'ancien sénateur de l'Arizona, Phil Symington, qui a présenté ses excuses publiquement. Parce qu'il y avait eu une observation d'OVNI extraordinaire à Phoenix en Arizona il y a quelques années, j'ai plus la date en tête, je crois que c'était en 98. Et lui, il avait joué au sceptique, il avait tourné en ridicule les observations. Et il a expliqué pourquoi, parce qu'il ne voulait pas voler la population à l'époque. Mais qu'après réflexion, 10 ans plus tard, il en parle. Il dit oui, je l'ai vu cet OVNI. Oui. C'était un énorme OVNI. Il avait fait une conférence de presse tout à fait incroyable avec un faux extraterrestre. Oui, déguisé en aliens, là, avec un masque d'alien. Et le gars, il a dit qu'il était vraiment pas content d'avoir dû jouer ce rôle d'ailleurs. Oui. Et si je ne me trompe pas, ce cas est traité remarquablement dans ce documentaire que je conseille à tout le monde. C'est OVNI quand l'armée enquête, ce documentaire qui est passé sur Canal+. Exactement. Vous avez tout à fait raison de le mentionner parce qu'on a critiqué ce documentaire. C'est dommage. C'est vrai qu'ils ont donné un petit coup de bâton au début et à la fin aux ufologues, mais il faut pas se vexer comme ça. Oui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur, qui crédibilisent et qui montrent que les recherches sont effectuées au plus haut niveau. Excellent doc. Ça, c'est de la bonne télé. Alors que l'émission dont je parlais au début, Madame Élise Lucet, excusez, mais c'était vraiment très mauvaise télévision, ça.
C'est dommage parce qu'elle est très bonne enquêtrice, elle a fait de très bonnes émissions par ailleurs. C'est d'autant plus dommage. Mais là, en 2007, il y avait des témoins de première classe. Par exemple, donc j'ai cité Fife Symington, mais on peut citer le général de l'armée de l'air, Parviz Jafari, qui est venu d'Iran exprès pour témoigner de ce qu'il avait vu en 1976. Il avait intercepté un ovni en Iran, dans la région de Téhéran, à bord de son chasseur Phantom, et c'était époustouflant comme histoire. Et il y a eu deux chasseurs l'un après l'autre. D'ailleurs, il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, qui avait ordre de tirer. Quand il a voulu tirer, ses canons se sont enrayés, toute l'électronique est tombée en panne. Alors il s'est éloigné, et quand il s'est éloigné, tout s'est remis en marche. C'est intéressant aussi, ça. Ça mérite quand même un arrêt sur image, parce que l'OVNI, il ne l'a pas descendu. Il aurait pu le descendre probablement d'une pichenette. Disons les choses, franchement. Simplement, il l'a neutralisé. Il a dit, allez, va-t'en, mon gars, éloigne-toi. Donc là aussi, il y a une espèce de monstration, là, parce qu'il était là, il attendait les chasseurs, apparemment. Et même cas, tout à fait semblable, c'est le commandant péruvien Santa Maria qui était témoin, là. Il est filmé dans le film dont nous parlions. OVNI quand l'armée enquête. On le voit, c'est un des meilleurs témoins de ce film, où il explique devant la caméra comment il a intercepté un OVNI à pas très haute altitude, à 600 mètres d'altitude, tout près d'une base militaire au Pérou. Et l'OVNI, il a vidé ses chargeurs. Et il ne s'est rien passé du tout. Sauf que l'OVNI s'est élevé, a monté rapidement. Alors, comme il avait un chasseur très performant, il a réussi à le suivre, à le rejoindre jusqu'à l'altitude de je ne sais pas combien, 17 000 mètres. C'était son plafond. Là, il y a l'OVNI qui l'attendait, il a tourné autour. Et puis il est obligé de redescendre. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est une monstration, ça. Alors, la neutralisation des armes, ça revient assez souvent, notamment ces silos à missiles, désactivés, désarmés. Oui, parlons-en. Juste un mot quand même pour dire que, attention, hein, il y a eu des avions qui se sont fait descendre, hein, on en est certain de ça. Hein. Mais c'est dans la fin des années 40, début des années 50, il y avait une politique d'interception et des tentatives de descendre des ovnis. Et il y a des avions qui se sont fait descendre. Et ils ont arrêté à ce moment-là. Bon, je raconte ça aussi dans mon livre, mais je peux pas tout dire. On ne peut pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui. Ouais. On fait un tour d'horizon. Voilà. Et alors là, oui, vous m'invitez à dire un mot d'une affaire tout à fait intéressante. C'est l'un des aspects les plus solides de toute l'ufologie, mieux documenté, c'est que les ovnis surveillent les armes nucléaires. Alors, on a plein de témoignages là-dessus. Aux États-Unis, en Russie, en Grande-Bretagne, en France même. Le Cometa a cité le cas d'un Mirage 4, un bombardier atomique qui a été poursuivi et de près secoué même. Hein. Ça a secoué les ailes par un ovni. Mais aux États-Unis, il y a une multitude de cas qui ont été bien documentés, d'observations rapprochées des bases de missiles nucléaires bombardiers par des ovnis. Et l'un des cas les plus connus aujourd'hui, c'est produit en octobre 1968, notez bien la date, parce que c'est 3 mois avant le rapport Condon, le fameux rapport Condon qui a déclaré, publié janvier 69, que non, il n'y a rien du tout, ne craignez rien. Le brave docteur Condon, le professeur Condon a écrit que il n'y avait rien à craindre des extraterrestres avant 10 ou 20 000 ans, je ne sais plus combien. C'était ridicule. 3 mois avant, il y avait un ovni énorme qui est resté plusieurs heures en stationnement à faible altitude au-dessus de la base de missiles nucléaires de Minot dans le Dakota du Nord. Il y a au moins une vingtaine de témoins là-dessus. Il a désactivé des missiles et il y en a eu d'autres comme ça à Malmstrom Air Force Base avec d'autres témoins dont un que je connais, comment il s'appelle, l'ancien commandant Robert Salas qui était à Malmstrom. Mais à Minot, comme vous préférez, on a une vingtaine de témoins dont un de première classe qui est
le copilote d'un bombardier B-52 qui volait dans la région. On lui a demandé de venir voir. Il est passé au-dessus de l'OVNI. Il a décrit l'OVNI. C'était une sorte d'ovale jaune doré avec une espèce de comme une espèce de pièce à l'avant qui était bizarre. Et cet ancien pilote a témoigné publiquement. Il est passé à une grande émission de télévision américaine qui était animée par Peter Jennings, qui est mort depuis, sur la chaîne ABC, et on le connaît. Hein. Je publie sa photo dans le livre, et j'invite les lecteurs à lire ça attentivement. Hein. Parce que, et ça a été raconté, d'ailleurs, même Jean-Jacques Velasco, qu'on a traité de débunker pendant des années, le pauvre, il a fini par écrire un livre où il a fini par prendre, disons, parti pour la réalité des ovnis, et il cite ça, c'est un des bons aspects de son livre, Trouble dans le ciel, on peut encore le trouver aujourd'hui. Et il raconte donc le témoignage, les divers témoins, donc, et dont ce pilote qui s'appelle Bradford Runyon. Voilà, j'ai mis sa photo dans mon livre, avec le dessin de l'OVNI qu'il en a fait. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, très important, parce que dans toute ce questionnement, cette problématique des ovnis, c'est un élément très fort de réflexion, c'est qu'est-ce qu'ils veulent, que font-ils? Ils nous surveillent. Ils nous surveillent, et ils surveillent notamment nos armes nucléaires. Et ils nous font savoir entre guillemets discrètement, puisque c'était resté secret pendant longtemps. Mais croyez bien que les militaires américains, ils ont fait très attention à ça. Et ils leur disent, et puis les Russes, pareil, il y a les mêmes histoires en Russie. Certaines ont été divulguées pendant une brève période, la période de la classe note, de la perestroïka. Mon ami Boris Churinov en a parlé dans son livre, qui reste tout à fait intéressant à lire, Les ovnis en Russie. Et le message était clair. Faites gaffe à vos petites armes nucléaires, c'est dangereux. On ne va pas vous laisser bousiller cette planète, qui est une belle planète. Voilà. Ça ne peut que plaire, je veux dire, aux gens qui sont investis dans l'environnement, dans l'écologie. Je les invite à y réfléchir, au passage. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI qui est animée aujourd'hui par Gilda Bourdet qui nous présente son nouveau livre paru aux éditions JMG dans la collection Le Temps Présent, OVNI vers la fin du secret. L'émission La Vague d'OVNI, c'est le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. C'est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Notre invité est Gilda Bourdet. Il nous présente son nouveau livre OVNI vers la fin du secret aux éditions JMG, collection Le Temps Présent. Et il nous propose aujourd'hui un tour d'horizon des sujets et des enquêtes que l'on peut trouver dans ce livre. Gilda, je vous rends la parole. Oui, alors voilà, ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est de tout ce qui est l'après-Roswell, si on peut dire. C'est-à-dire que, principalement aux États-Unis, il y a eu progressivement, surtout à partir des années 70, et de plus en plus dans les années 80, 90 et encore des années 2000, des témoins qui sont apparus en grand nombre. Alors peut-être en trop grand nombre pour certains. Il y a probablement, je le dis tout de suite, des actions des canulars, des actions de désinformation, donc il faut se méfier beaucoup. Mais si on est suffisamment attentif, qu'on fait attention, qu'on étudie les choses de près, on voit qu'il y a des dossiers très solides là-dedans. Il y en a un dont j'ai envie de parler tout de suite. C'est l'histoire d'une rencontre très secrète qui aurait eu lieu, peut-être une première rencontre, avec des extraterrestres, des aliens si vous préférez, sur une base américaine au Nouveau-Mexique, la base de Holloman, qui se trouve tout à fait au sud du Nouveau-Mexique, près de la frontière mexicaine. Et ça aurait eu lieu, alors la date, il y a plusieurs dates.
Et ça aurait peut-être lieu 1962 ou 64 ou 71. Mais peut-être que toutes les dates sont bonnes. En fait, c'est ça. Faut faire attention. Hein. Il ne faut pas dire ah, mais alors il y a 3 dates donc c'est faux. Mais non, c'est peut-être pas faux du tout. Alors voilà, ça commence en 1973. Non, pardon, en 1974 paraît un petit livre de Robert M. Honegger, qui est un cinéaste américain, qui s'intitule UFOs Past, Present and Future. Les ovnis, le passé, le présent et l'avenir, le futur. Et bon, c'est un titre assez mirobolant, si on veut, mais qui raconte une petite histoire qui se serait peut-être passée sur la base de Holoman, entre autres choses, hein, dans ce petit livre, et qui aurait donc eu lieu à Holoman. Et là, il parle de la date de 1971. Et il raconte que en 1973, donc un an avant l'apparition du livre, des officiers américains lui avaient proposé de faire un film sur le sujet avec son associé Alan Sandler. Et on leur avait promis de leur fournir tout un enregistrement de film sur 16 mm montrant notamment cette rencontre extraordinaire avec des extraterrestres sur la base de Holoman. Mais donc ils étaient évidemment très alléchés, très intéressés, Honegger et Sandler, mais un an après, on leur a dit ah ben non, c'est pas possible à cause des événements politiques, et le projet a capoté. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, car tout a rebondi avec une émission qui a eu lieu en 1988. Grande émission sur la grande chaîne, l'une des plus grandes chaînes américaines, c'était CBS, je crois, et en direct, grosse émission intitulée UFO Cover-Up, point d'interrogation, live, point d'exclamation, c'est-à-dire le secret sur les ovnis, oui, on vous en parle en direct. Et alors, au cours de cette émission, qui en fait était très bien faite, et il y avait de nombreux invités. Bud Hopkins était l'un des invités. Il a raconté qu'ils avaient été obligés de répéter. Ils avaient fait une répétition générale de l'émission. Moi, cette émission, je l'ai revue 2 fois, elle est bien foutue. Hein. Contrairement à ce qu'on a raconté, notamment Jacques Vallée, qui a dit que ça avait été bâclé. Mais alors, j'y viens, là. Jacques Vallée, vous allez voir pourquoi. C'est que, par pièce et par morceau, on peut reconstituer l'histoire suivante. Hein. C'est que, donc, je reviens en mai 73, ce sont 2 colonels qui ont proposé aux cinéastes dont je parlais, Sandler et Honegger, de tourner un film que le gouvernement prépare pour la divulgation d'informations sur les ovnis. Et ces colonels était en activité à l'époque, le colonel Robert Coleman, qui était un ancien porte-parole de Livre Bleu, soit dit en passant, et le colonel Weinbrenner, commandant du service technique de l'armée de l'air à la base de Wright-Patterson dans l'Ohio. C'est là que se trouvait la commission Livre Bleu, entre parenthèses. Juste un mot sur le colonel Coleman pour le situer, c'est qu'il a raconté, il était là à cette émission, il a raconté également que alors qu'il était officier d'active à bord d'un bombardier P-25, il avait vu de près un ovni, qu'il avait fait un rapport et qu'il avait transmis à la hiérarchie. Et par la suite, il est devenu membre de la commission Livre Bleu. Il était devenu attaché de presse pour la commission Livre Bleu. Il a voulu voir son dossier, son rapport, et il n'y avait rien. Incidemment, ça montre bien. On le sait par d'autres recoupements en réalité, les dossiers importants, les dossiers chauds n'ont jamais figuré dans les archives de la commission Livre Bleu. Mais bon, c'est une parenthèse. Mais là, ça devient quand même très très intéressant parce que ce sont ces gens-là, le colonel Coleman et le colonel Weinbrenner, en poste au service technique d'armée de l'air, qui proposent donc à 2 cinéastes de faire un film et qui vont leur fournir des documents exceptionnels, dont presque 800 pieds, 18 minutes de film, montrant la rencontre avec 3 aliens à Holoman en 1971.
Alors, comme je le disais il y a 2 minutes, ça a capoté. Mais quand même, ils ont été invités ce même mois. Les deux colonels en question ont emmené Emmenegger et Sandler à la base de Norton, où ils ont rencontré un troisième colonel, le colonel Paul Chartle, qui était responsable des programmes audiovisuels, des archives des programmes audiovisuels de l'armée de l'air, et qui leur a dit « Oui, j'ai vu, je vous promets, je vous fournirai le film, je l'ai vu. » Mais c'est un peu plus tard que le colonel Coleman les a avertis que c'était pas possible à cause du scandale du Watergate, en fait. Mais là, Emmenegger était frustré. Il a décidé d'aller à la base de Wright-Patterson pour voir le colonel Weinbrenner en personne et lui demander qu'est-ce qui se passe. Et là, il y a eu une curieuse comédie dans son bureau, c'est qu'il s'est mis à lui faire comprendre qu'il était sur écoute. Et il s'est mis à parler à côté de la question. Mais en même temps, il lui a montré le livre d'Alain Hynek, qui était paru déjà à cette époque-là. Hynek, ancien conseiller scientifique de l'Air Force pendant toutes les années 60, après la fermeture de Livre Bleu, fin des années 60, a fait son livre, comme vous savez, qui a eu beaucoup de succès, disant « Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, il y a des ovnis. » Et il avait offert et dédicacé ce livre au colonel Coleman, qui l'avait là. Donc, Emmenegger a compris que, même dans son propre bureau, le colonel Weinbrenner, ne pouvait pas parler ouvertement. Ça veut dire une chose intéressante, c'est que c'était un projet qui n'avait pas l'aval officiel de toute la hiérarchie. C'était des gens, moi je le comprends comme ça, qui ont essayé de monter une opération un petit peu de divulgation, mais qui n'y sont pas parvenus. Voilà ce qui s'est passé à mon avis. Et un autre aspect de cette histoire, soit dit en passant, c'est dans le film, on l'a dans le film français de OVNI, de secret américain, qui a été divulgué, de Vincent Gielli, qui a été diffusé par France 2 en 2001. À la fin de ce film, on voit Alan Hynek qui révèle on voit l'assistante Jenny Genman d'Alan Hynek qui raconte que son patron lui avait confirmé qu'il y avait bien eu, très brièvement, qu'il y avait bien eu une rencontre à Holloman Air Force Base. Alors, comment est-ce qu'il savait ça, Alan Hynek? Eh bien justement, c'est là qu'il entre en scène, parce qu'en 1974, donc, il a été contacté, et c'est Vallée qui raconte ça dans son livre, Révélation. Hynek a été contacté par ses colonels, qui l'ont invité, il y est allé avec Jacques Vallée, pour discuter d'un projet de film. Et c'est là qu'ils ont remis la question sur le tapis avec, cette fois, Hynek et Vallée, en leur demandant de participer pour essayer de faire avancer le projet. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Jacques Vallée qui a dissuadé Hynek d'y participer. Il le raconte lui-même, hein, parce qu'il trouvait que ce projet était fantaisiste. Et il n'a même pas essayé, apparemment, de voir le film en question. On est là en 1974, notez bien la date. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, il se passe quelque chose d'assez drôle, c'est qu'en 1977, donc 3 ans plus tard, sort le film Rencontre rapprochée du troisième type de Spielberg, et à la fin du film, on voit la grande scène d'atterrissage, de rencontre secrète, ultra secrète, avec des extraterrestres. Et alors, il y a Alan Hynek qui est là, qui fume sa pipe. Donc, 3 ans avant, il refuse de participer à un projet qui montrerait une vraie rencontre avec des extraterrestres. Mais 3 ans après, on le voit dans un film qui a été tourné 2 ans après, en fait, où il partit. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Moi, je comprends de la manière suivante, c'est qu'il a dû être terriblement frustré de ne pas pouvoir participer à un vrai film et qu'en quelque sorte, il s'est consolé en participant au film de fiction. Moi, je comprends ça comme ça. C'est assez plausible, à mon avis. Mais c'est pas fini, là, cette histoire, parce qu'en 1983, c'est la journaliste Linda Moulton Howe, qui s'est vue proposer, elle aussi, ce film. Encore une fois, ça a capoté. Je passe rapidement. Et puis, en 1985, c'est Jacques Vallée qui raconte lui-même que dans son livre Révélation, Emmenegger l'a recontacté pour essayer de participer à un nouveau projet encore. Et
lui et Hynek sont retournés à la base de Norton. Et Vallée raconte qu'ils ont été reçus par 2 généraux, s'il vous plaît. Le général Millet et le général Scott. Et Vallée explique que ces gens-là lui ont paru être des contactés, des illuminés, que c'était pas sérieux, et qu'il a convaincu Hynek de refuser de travailler avec eux. Moi, je vous dis les choses. Et c'est ensuite, en 1988, qu'a été diffusé le film UFO, l'émission UFO Cover-Up Live, donc sur une grande chaîne américaine. Et tout le monde a trouvé cette émission ridicule parce qu'il y avait un agent secret derrière un écran qui s'est mis à raconter des trucs, évidemment, qui étaient destinés à faire rire, que les aliens aimaient la musique tibétaine et la glace à la fraise, alors tout le monde a ricané que c'était complètement ridicule. Mais moi, je répète que cette émission était très bien, très bien faite. Et, entre parenthèses, tournée à Washington sur un grand studio de télévision à Washington, avec des agents secrets à bord, ça a été confirmé, c'était des vrais agents secrets. Donc il y a là aussi un aspect très très bizarre de divulgation masquée, progressive, mais avec des agents retardateurs, si j'ose dire, avec des choses qui sont plantées dedans pour que ça n'aille pas trop vite. Voilà un exemple qui est quand même bien documenté de tout un scénario de révélation avec 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ça avance finalement quand même. Cas un cas, avec des révélations qui s'accumulent. Et alors, voilà, ça c'est un exemple que j'avais envie de raconter un peu, et qui montre aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens dans l'ufologie qui jouent un rôle assez curieux. C'est le moins que je puisse dire. Beaucoup voient, juste pour m'arrêter une dernière fois sur Rencontre du troisième type, beaucoup voient dans Rencontre du troisième type, plus qu'un film, un documentaire. Mais on pourrait faire de nombreuses émissions sur ce film. C'est un film de fiction, mais moi je suis à peu près certain, après tout ce que je viens de vous raconter, et j'ai pas tout raconté, que oui, ça reposait sur des faits réels. Voilà. Continuons le tour d'horizon de votre livre, Gilda. Eh bien, alors, donc, je reviens un tout petit peu en arrière pour quand même dire, parce que j'en parle longuement dans mon livre, qu'à partir des années 70, il y a eu donc énormément de témoignages qui ont été recueillis notamment par un excellent enquêteur américain qui s'appelait Leonard Stringfield, qui était lui-même un ancien militaire d'ailleurs. Il s'était intéressé aux ovnis parce qu'il en avait vu un à bord d'un avion quand à la fin de la guerre, il s'est rendu au Japon. À bord d'un avion militaire, ils ont vu un ovni. Déjà, c'était avant 1947. Et alors, il a recueilli, dans les fin de l'année 70, pas mal de témoignages, je signale en passant, notamment de médecins qui ont fait des autopsies. Et il y a plusieurs dessins qui ont été publiés. J'en ai moi-même publié 2 dans mon livre, page 199, et qui sont assez proches des descriptions des petits aliens de Roswell, entre parenthèses. Et il y a tout un faisceau de témoignages qui ont été recueillis sur ce qui s'est passé après Roswell et après peut-être d'autres crashs. Il y a eu plusieurs crashs d'ovnis, semble-t-il. Ils ne sont pas tous sûrs et certains. Entre parenthèses, Kevin Randle a écrit un livre là-dessus. Il vient de le rééditer. Et c'est un livre intéressant, je suis en train de le lire, sur les crashs. Kevin Randle, c'est l'un des principaux enquêteurs de l'affaire de Roswell, pour rappeler les choses. Juste, je vous interromps un instant, je pense à l'auditeur qui est derrière son poste. Comment être sûr et certain d'un crash? Vous, à quel niveau mettez-vous la barre, Gilda Bordet, pour dire « nous ne sommes pas sûrs et certains qu'il y a eu des crashs ». D'accord, alors à quel niveau est la barre pour être sûr et certain? Eh bien, il y a au moins 2 cas dont moi je suis sûr et certain, qui sont Roswell et Virginia. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un faisceau de témoignages concordants, énorme dans le cas de Roswell. Il y a au moins une centaine de témoignages. Virginia, on n'en a pas vraiment parlé là aujourd'hui. On peut peut-être juste un petit mot et puis Oui. Virginia, c'est une histoire tout à fait différente et très étrange, elle aussi. Vous avez traduit le livre d'ailleurs sur... Oui, j'ai traduit le livre de mon ami Roger Heller. Tout à fait. C'est l'éditrice française comment ça s'appelle, de Grenoble, qui l'a convaincu d'écrire ce livre.
Et je l'ai traduit au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il est paru en français avant de paraître aux États-Unis d'ailleurs. Et c'est une histoire, parce qu'il a pu enquêter au Brésil, parce qu'il est connu au Brésil. Il était bien mieux reçu au Brésil qu'en France, entre parenthèses. Et alors, il a pu enquêter, mais il n'est pas le seul. Donc, c'est une histoire tout à fait étonnante. Ça se passe en janvier 1996. Et il y a tout d'un coup un faisceau de témoignages étonnants sur l'apparition de petits êtres avec des gros yeux rouges, et dont un qui était blessé dans la banlieue d'une petite ville, une ville de 100 000 habitants, Varginha, au Brésil. Et il y a tout un faisceau de témoignages sur, en effet, ce qui semble avoir été un crash d'OVNI dans la région. Et il y a plusieurs êtres tout à fait étranges qui ont été trouvés là, dont un qui était blessé, qui a été soigné sur place. On connaît le médecin qui a dû réduire une fracture d'urgence dans un hôpital. Roger Heller l'a rencontré à 2 reprises avec les enquêteurs brésiliens. C'est tout à fait extraordinaire comme histoire. Et bien entendu, alors on voit les Américains qui arrivent et qui ramassent des morceaux. Bon. Mais attendez, il y a quand même une chose à rajouter, c'est que là on est en 1996. Depuis lors, moi c'est mon impression, les Brésiliens et d'autres pays d'Amérique latine se sont beaucoup affranchis de la tutelle américaine. Ils ont vraiment pris leur indépendance maintenant. C'est pour ça que c'est une des raisons qui me font penser que ça va bouger. C'est pas fini. Donc voilà, il y a ces histoires-là. Il y a d'autres histoires de crash. Bon, j'en évoque quelques-unes. Il y a eu une histoire du côté de Del Rio, la frontière du Texas, qui avait l'air assez solide, mais le témoin principal a été contesté. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Il y a d'autres histoires tout à fait étonnantes. Bon, il y en a une qu'on peut évoquer. C'est un ovni qui était passé à basse altitude, qui semblait en difficulté, enfin un engin extrêmement mystérieux, et qui a irradié de femmes et leurs enfants. Ça se passe c'est Betty Cash et Vicky Landrum au Texas en décembre 80. Et j'en parle aussi un peu. C'est certain, ces produits-là. Il y a des témoignages. C'est très étrange parce qu'il y avait 22 hélicoptères qui suivaient l'OVNI à basse altitude, qui a irradié ces femmes-là. Elles sont finies par mourir de cancer, toutes les deux. Elles étaient sur le plateau de UFO Cover-Up Live. Et alors, il y a une scène effrayante, étonnante, c'est que l'agent masqué derrière un rideau a parlé de ça. Il leur a dit « Ah oui, c'était un engin que nous avons fabriqué avec l'aide des aliens, mais qui a mal fonctionné. » Ah bon? Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI qui est présentée aujourd'hui par Gilda Bourdet, qui nous présente son nouveau livre OVNI vers la fin du secret, paru aux éditions JMG dans la collection Le Temps Présent. Gilda? Oui, eh bien écoutez, il faudrait aussi parler des mutilations de bétail, juste un mot peut-être, parce que tout de même c'est très important et ça continue. Il y a des Anglais qui ont enquêté récemment sur des phénomènes de ce genre en Angleterre. Il paraît qu'il y a des cas en France, mais on les connaît très très mal. Soit dit en passant, la France n'est pas un pays d'avant-garde en matière de liberté et de divulgation d'informations, malgré quelques efforts quand même louables, notamment sur les OVNI, ça n'avance pas très vite. Mais ça c'est un paradoxe des États-Unis, c'est qu'il y a une politique du secret assez féroce qui continue, mais c'est un pays très décentralisé, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'enquêteurs, et on sait beaucoup de choses finalement. Et notamment sur des vagues de mutilation de bétail qui sont tout à fait étranges, qui ont commencé surtout dans les années 70. Il y a eu des commissions d'enquête, par exemple, je cite, en 1979, le sénateur Harrison Schmitt, gouverneur du Nouveau-Mexique, ça se passe encore beaucoup dans l'Ouest, tout ça, qui était un ancien astronaute, lui. Quand même, et un scientifique. Il a présidé une réunion pour étudier tout cela, et en fait, il est apparu qu'il y avait des milliers de cas de mutilation de bétail tout à fait étranges,
découpés comme au laser, et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais on a vu beaucoup d'ovnis aussi dans les coins. Alors il y a eu, c'est toujours comme ça, des gens qui se sont mis à dire, ah oui, mais non, attendez, ce sont des enquêtes secrètes, ce sont des opérations militaires américaines. Il y a eu une cassette, une vidéocassette qui a été diffusée en France il y a un certain nombre d'années qui racontait ça. La première partie de l'émission, on voyait une bonne enquête sur les mutilations de bétail, et puis à un moment donné, boum, on passe la parole à un agent secret américain qui se met à dire attendez, je vais vous faire des confidences tout à fait entre nous. Alors, c'est une cassette pour des millions d'auditeurs, traduite dans plusieurs langues. Tout à fait entre nous, ne le répétez pas, hein, mais ce sont des expériences militaires secrètes américaines. Et c'est comique, hein. C'est idiot, c'est ridicule. Si les Américains voulaient faire des expériences sur des études d'animaux, ils n'avaient qu'à les acheter discrètement. Et même, comme l'a fait observer un des shérifs qui a étudié ça, il y avait plein d'éleveurs patriotes qui leur auraient donné des bestiaux pour les étudier. Il peut être aussi intéressant, et vous en parliez tout à l'heure, Gilda, vous parliez du choc psychologique, sociologique. Ouais. Il peut être aussi intéressant pour les autorités de provoquer ce genre de choses dans des endroits au vu de tous pour voir les réactions du public et pour essayer de mettre en place un calendrier lié à une divulgation du secret, non ? Il y a peut-être eu des expérimentations de ce genre, oui. Mais bon, c'est quand même assez limité, à mon avis. Dans le cas des mutilations, oui, il semble qu'il y a peut-être eu des cas de mutilation militaire, mais on les a... Mais ils sont très marginaux, en fait. Mais parce que ça peut faire partie de la logique que vous aviez développée tout à l'heure par rapport au fait que, je vous cite, on peut comprendre qu'en 1947, il n'ait pas eu envie immédiatement de divulguer un tel secret de crainte d'un vrai choc. Il y avait la crainte d'un choc considérable dès 1947. Il y a eu peut-être des tentatives, j'en ai parlé tout à l'heure, là, de divulgation à des niveaux échelons intermédiaires, des colonels, des généraux, qui n'ont pas marché, qui ont raté, qui ont été étouffés. Et puis ensuite, il y a ces nouveaux dossiers qui sont apparus dans les années 80, les mutilations de bétail dont nous parlons, et les enlèvements, les abductions, qui ont en quelque sorte fait reculer le processus de divulgation. Parce que de nouveau, ça a été l'embâcle, hein, ça a été le gel de toute tentative pendant des années. Il y a eu l'affaire de Roswell aussi qui est venue, donc, qui a commencé à s'étaler dans la presse avec des enquêtes tout à fait remarquables. Et ils ont tout reverrouillé pendant des années. Donc c'est seulement peut-être maintenant que des officiels américains commencent à se dire il faut qu'on fasse quelque chose. Je vous ai parlé d'un journaliste officieux qui m'a interrogé. Je suis sûrement pas le seul qu'on a comme ça questionné pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Hein. Donc il y a eu, oui, c'est ça qu'il faut ajouter, c'est que dans les années 80 sont apparus des témoignages sensationnels, mais éventuellement pas sûr du tout. Bon, l'un des plus célèbres, c'est celui de Robert Lazar, jeune scientifique qui s'est mis à raconter qu'il avait été embauché dans un labo secret sur la zone 51 à Groom Lake pour étudier des soucoupes. Il est très bizarre ce type parce qu'il a l'air sincère. Donc, moi je m'interroge encore parce qu'il y a des choses idiotes qu'il raconte. Des choses qui tiennent par la route. Il dit qu'il a eu manipulé l'élément 115 qui sert de combustible pour ces soucoupes volantes. On leur a prêté, ils ont eu des soucoupes récupérées ou prêtées par les aliens pour les étudier. Et alors, ça marche avec un élément 115 qui permet de faire des réactions matière-antimatière. C'est hyper dangereux comme matériau, si vous voulez. Si toutefois il existe, parce que normalement l'élément 115, on l'a encore jamais trouvé hein, en physique. On connaît l'élément 114, on a trouvé l'élément je ne sais pas combien, 117, mais ils sont très très instables. Ils se décomposent immédiatement.
il y a peut-être un îlot de stabilité. C'est pas totalement absurde, mais il raconte qu'il a pu emporter chez lui un morceau dans sa sacoche. Ouais, ça tient pas debout, ça. Donc il y a des choses qui tiennent pas debout comme ça. C'est intéressant ce dont vous parlez. Vous nous parlez un peu du côté ridicule Oui. De l'ufologie. Ça me rappelle ce que nous disait Joël Ménard sur l'antenne encore dernièrement. Ça l'énervait ce côté ridicule parce qu'il était là, il était toujours présent dans l'ufologie. Il y avait des choses qui étaient tellement invraisemblables qu'on avait presque l'impression que tout était fait pour qu'on ne puisse pas étudier sérieusement devant les yeux de tout le monde les sujets, parce qu'il y avait des choses qui étaient vraiment à mourir de rire. Oui. Alors là, c'est intéressant, vous me renvoyez la balle pour évoquer encore cet aspect-là qui est très important. C'est effectivement l'absurdité, les témoignages absurdes. Et il y a beaucoup de gens qui se sont penchés là-dessus, qui ont voulu y réfléchir, notamment Aimé Michel, déjà depuis longtemps. Hein. Il y a des exemples dans la vague de 1954. Moi, j'en cite dans mon livre. Il y a un cas tout à fait extraordinaire qui s'est passé près de la frontière belge. C'est un automobiliste qui s'est retrouvé immobilisé et paralysé dans sa voiture et qui a vu arriver vers lui deux espèces de pantins, des espèces de guignols, habillés comme des gendarmes ridicules, et qui se sont mis à lui dire télépathiquement: allez prévenir les hommes que nous allons attaquer la Terre. C'est manifestement du guignol, c'est une blague. Hein. Alors qui fait ça? Ce ne sont pas des services secrets, ce ne sont pas des auteurs de canulars. Parce qu'il y avait des phénomènes étranges et paranormaux, il était paralysé, puis ils apparaissent, disparaissent, tout ça. Ce sont des canulars extraterrestres ou aliens. Et moi, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas fermer les portes, parce qu'il y a des gens, mon ami Joël Ménard pense que, du coup, il en arrive à penser, avec pas mal d'autres, que c'est plus des extraterrestres, ce sont des entités, des êtres plus ou moins antipathiques, voire très antipathiques, qui nous manipulent, et ce, depuis des milliers d'années. Là, on ouvre la porte à tout cet aspect historique absolument fantastique, et qui pèse lourd, lui aussi, et qui est probablement l'une des raisons, l'une des motivations du secret. Alors là, on peut en parler pendant 1 heure, si vous voulez, mais là, on n'a plus le temps, je crains. Vous en parlez dans votre livre Vision Céleste, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. J'ai fait un autre livre là-dessus qui s'appelle... Bon, c'est une nouvelle édition de mon premier livre qui s'appelait Enquête sur l'existence d'êtres célestes et cosmiques, paru en 1994, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs. Et là, je l'ai refait sous le titre Vision Céleste, Vision Cosmique. Malheureusement, il a eu peu de succès. Bon, je ne sais pas, il n'y a pas eu de publicité, mais je suis assez content de ce livre. On peut encore se le procurer. Et là, j'ai un peu déroulé toute l'histoire, cette fois illustrée, abondamment illustrée, de toutes ces visions historiques. Bon, évidemment, il y a toutes les visions bibliques. Et alors, il y a des gens qui continuent à mettre tout cela en doute, mais ils se trompent. Il y a un faisceau, il y a tout un énorme volume de témoignages, de récits historiques, pas seulement de la Bible, mais aussi de l'Inde antique, de toutes sortes de régions, et qui donnent à penser qu'il y a eu des interventions, moi je dis extraterrestres, mais appelons-les non humaines, dans des affaires humaines. Donc là aussi, on est... il faut réfléchir à cet aspect-là qui est très important, qui est peut-être même le plus fondamental. Bon, on peut citer l'affaire de Fatima. Il y a 2 livres qui sont sortis récemment sur Fatima. Le livre de l'amiral Pinon, Tout à fait. qui est malheureusement décédé. J'ai beaucoup été impressionné par son décès brutal. J'avais déjeuné avec lui 10 jours avant. Hein. Il était en bonne santé. Il avait l'air en bonne santé. Et puis le livre traduit du portugais qui vient de paraître aux éditions du Mercure dauphinois. Je cherchais le nom tout à l'heure. C'est un éditeur qui fait des très bons livres. Hein. Il n'en fait pas beaucoup, mais il a fait un très bon livre. Et ça, ce livre, je suis en train de le lire. C'est un livre très technique. Il faut connaître déjà l'histoire de Fatima. Donc on peut lire le livre de l'amiral Pinon et puis... Qui vient de reparaître aux éditions Interkeltia. Hein. Voilà. Qui est très facile à se procurer en librairie. Tout à fait. Et le livre
des éditions de Mercure Dauphinois qui est très très pointu, qui va très très loin techniquement, je le signale en passant. Pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est vraiment à lire. Gilda Bourdet, nous ne sommes plus très très loin de la partie de conclusion de cette émission. Je vous demanderai encore de nous citer quelques cas qui vous paraissent importants à mettre en avant dans la présentation de cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions JMG. Bon, eh bien, nous pourrions peut-être revenir un petit peu à du classique, si vous voulez. Oui. Par exemple, et c'est intéressant à évoquer en une fois encore, c'est la question, c'est la vague des triangles. Dans les années 80-90, il y a eu des vagues d'apparition d'ovnis en forme de triangle, souvent énormes, hein, en forme de losange, de boomerang même aux États-Unis. Pas beaucoup de gens le savent, mais il y a eu une énorme vague d'ovnis géants aux États-Unis à la fin des années 80, qui a été très bien étudiée. Il y a eu ensuite la vague belge 89, 90, 91, que nous connaissons bien en France, qui a été très contestée. Bon. Et puis il y a eu la même chose en Angleterre. C'est ce qui a convaincu l'anglais Nick Pope, que vous avez invité ici, que je connais bien. Nick Pope s'est trouvé affecté au poste de responsable des ovnis au ministère de l'Air britannique 91-93, pendant 3 ans. Il raconte qu'il est entré à ce poste ne sachant rien des ovnis, il en est sorti totalement convaincu de la réalité des ovnis. Et pourquoi cela? Parce que il s'est trouvé confronté à cette vague juste à ce moment-là. Et il a été très impressionné. Je l'ai vu raconter ça, tenez-vous bien, à table un soir à Saint-Marin, à la conférence de Saint-Marin en Italie, tenez-vous bien, l'astronome Frank Drake. Frank Drake, les gens qui s'intéressent à SETI savent très bien qui c'est. C'est l'astronome américain qui avait lancé les études d'écoute des étoiles avec sa fameuse équation sur la probabilité d'existence d'autres civilisations. Monsieur Frank Drake, tiens, c'est amusant ça, on pourrait terminer peut-être là-dessus. J'ai encore combien de temps là? Il nous reste 25 minutes, on a largement le temps. 25 minutes. Oula. Ah bah, allons-y, on va faire cette petite parenthèse qui n'est pas mal. C'est que, moi je l'ai vu, je l'ai même photographié, Nick Pope expliquant à Frank Drake, en lui montrant un magazine brésilien d'ailleurs, qui avait des dessins très intéressants, parce qu'eux aussi ils en ont des triangles au Brésil. Et Frank Drake, à cette réunion, bon, il y avait 3 jours, il y avait une journée sur SETI, il y avait 2 journées sur les ovnis, mais il est resté aux 3. Et il était manifestement très intéressé. Il m'a même demandé le texte de ma conférence en repartant. Et il a donc expliqué comment il était devenu convaincu de l'existence des ovnis. Et par la suite, c'est là que je voulais revenir parce que c'est assez amusant, j'ai vu un autre ufologue américain l'année d'après, Richard Haynes, qui s'occupe de tous les cas d'observation de pilotes, qui est très, très bon ufologue américain, lui-même ancien cadre de la NASA, le Dr. Richard Haynes. Et il nous a raconté, on a parlé de Frank Drake. Elle s'est dit, attendez, je vais vous en raconter une sur Frank Drake, c'est que, allez, on parlait de choses confidentielles, vous voyez, là je vais faire une confidence. Après tout, pourquoi pas. Allons-y, c'est que Richard Haynes a raconté qu'il était allé voir un témoin d'observation d'OVNI dans la région de San Francisco où il habite, ainsi que Frank Drake. Et puis quand il est arrivé, le témoin lui a dit « Ah mais vous n'êtes pas le premier scientifique à me rendre visite. » Ah bon? Et alors c'était qui l'autre? Ah ben c'était l'astronome Frank Drake. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi parce qu'on voit que discrètement, dans le monde scientifique, il y a en fait pas mal de gens qui s'intéressent et qui étudient, mais qui ne se prononcent pas publiquement, qui font ça avec discrétion encore. C'est une raison, c'est encore une autre raison pour laquelle moi je suis tout à fait convaincu que ça va évoluer et que finalement ça va finir par sortir tout ça. C'est inéluctable. Voilà. Et alors, donc je vous disais que je vais vous parler un petit peu
de cette vague de 1990 en Belgique, elle a été remarquablement étudiée. On le sait bien. Il y a des témoignages de première qualité, comme le général de Brouwer, qui était invité, d'ailleurs, l'un des invités marquants à la grande conférence de 2007 à Washington. Entre parenthèses, cette conférence est passée totalement sous silence en France, sauf dans un article dans la revue VSD. Il y a eu juste un article, à ma connaissance. Sinon, rien. Alors que c'était une très grosse conférence. Il y a quand même eu des réactions aux États-Unis à l'époque. Dans le Washington Post, il y avait un article élogieux dans le Washington Post quand même. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même un sacré décalage. La France, c'est vraiment dans la queue du train, dans ce domaine-là, comme dans quelques autres, d'ailleurs. Eh bien, c'est intéressant parce que on a mis en avant des arguments complètement ridicules pour expliquer la vague des ovnis, des triangles en Belgique. Bon, il y a des gens qui continuent à croire que ce sont des engins secrets. Moi, je dis que ça ne tient pas debout, parce que les performances, et le général de Brouwer et d'autres ont très bien expliqué que ça ne tient pas debout, que c'est exclu. Et c'est là qu'il est intéressant de rappeler un argument qui a été mis en avant. C'est l'historien de la NASA, Gerald Haynes, qui a encore raconté aux jeunes journalistes à l'émission de France 3 que c'était des confusions avec des avions secrets. Et en réalité, ça ne rime absolument à rien, quoi. Ça a été très bien expliqué, notamment par le physicien Bruce Maccabee, qui est un très bon physicien américain et ufologue, qui a expliqué que ces explications ne tenaient pas debout. Voilà, donc on pourrait aussi citer pas mal d'autres cas. Je ne sais pas combien de temps vous m'accordez encore, parce qu'il y en a tellement que j'hésite sur les meilleurs cas. Il y en a un qui est pas mal non plus. Oui, alors on s'est demandé si des avions secrets pouvaient être la cause d'observation d'ovnis. Oui, probablement, c'est possible. Il y a des avions très secrets, il y a des drones, il y a des choses comme ça qui peuvent être prises pour des ovnis, mais certainement pas tous. Moi, j'ai envie de parler un petit peu, si vous m'accordez encore un moment, donc, de toute la discussion sur la propulsion et les voyages interstellaires. C'est quand même assez intéressant. Bon, moi, je ne suis pas physicien, mais j'ai quand même lu pas mal de choses là-dessus. Et en France, on connaît très bien toutes les théories, notamment de Jean-Pierre Petit sur la MHD. Moi, je ne suis pas hostile à la MHD, mais quand j'en parle avec des physiciens, ils sont généralement d'accord pour dire que ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. Enfin, il y en a qui s'y accrochent, mais on voit bien que ça ne peut pas expliquer les accélérations fulgurantes, et puis surtout, ça ne peut pas marcher dans l'espace. Donc il y a autre chose. Et moi, je suis tout à fait convaincu qu'en réalité, il y a... Bon, puis il y a aussi des témoignages, des témoins qui sont irradiés à proximité des ovnis et des choses comme ça. Et il y a une autre théorie qui s'est développée depuis longtemps. Bon, il y a eu déjà des auteurs français, le lieutenant Plantier qui avait proposé cela il y a très longtemps. Et il y a un ingénieur physicien américain, Paul Hill, qui a fait tout un livre là-dessus, sur l'hypothèse de l'apesanteur par antigravitation, en fait, d'un système de génération antigravitationnelle. On ne sait pas du tout comment ça marche. Ça implique des quantités d'énergie considérables, sans aucun doute. Incidemment, les gens qui craignent qu'on soit victime d'une pénurie d'énergie sur la planète Terre dans 50 ans, à mon avis, il ferait bien de s'intéresser à ça, parce que il y a des ovnis qui se promènent, on ne sait pas comment ça marche. Ils sont capables de rester 2 heures en l'air et puis de partir à une vitesse fantastique. Avec quelle énergie ils font ça? On n'en sait rien du tout. Mais on a quelques petites idées. Donc je parlais d'antigravitation, mais ce n'est pas de l'énergie, c'est une utilisation d'une énergie colossale. Mais comme source d'énergie, on a quelques idées là-dessus. En physique fondamentale, on parle de plus en plus de l'énergie du vide. Alors c'est un thème qui est utilisé couramment dans la science-fiction, mais souvent la science-fiction elle a juste quelques décennies d'avance.
Vous savez que dans la série, on les voit dans la série Star Trek, Stargate surtout, il y a ce qu'on appelle le 2PZ. C'est un magnifique morceau de plastique coloré qui est censé être un générateur d'énergie qui puise l'énergie du vide, l'énergie du point zéro. Mais cette énergie, elle existe. Son existence a été prouvée il y a déjà 60 ans par les physiciens. Et ça rejoint aussi des théories d'astrophysique fondamentale, de structure de l'univers, des galaxies. On sait qu'il y a une énergie colossale qu'on ne voit pas, qui est l'énergie sombre ou noire, etc. Donc, ce que je veux dire là, c'est que, et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'on est au bord de nouvelles spéculations, de nouvelles découvertes en physique fondamentale, et qu'il est hautement prématuré de dire que les ovnis, ça ne peut pas fonctionner parce que c'est impossible. On n'en sait rien du tout, en fait. Il y a aussi d'autres aspects, c'est l'univers parallèle. Il y a des théories comme les supercordes où on parle de cela. Et c'est dans les universités les plus avancées qu'on étudie cela aujourd'hui. Voilà. Gilda Bordet, nous allons faire une respiration musicale et nous passerons à la conclusion de cette émission de présentation de votre nouveau livre paru aux éditions JMG, OVNI vers la fin du secret. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant 95.2, Ici et Maintenant, .info sur Internet, c'est l'émission La Vague d'OVNI. Pour suivre l'actualité OVNI vue par Didier Deplège, vous pouvez aller sur un site internet qui est mis à jour quotidiennement et qui s'appelle ovni-usa.com, ovni au pluriel-usa.com. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, c'est l'émission La Vague d'OVNI, et c'est tous les mardis à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. Notre invité est aujourd'hui Gildas Bourdet. Gildas, nous arrivons près de la conclusion de cette émission, que je vais vous laisser entamer cette conclusion. J'ai quelques questions à vous poser, mais je vous laisse la parole. Oui. Alors, pour conclure un petit peu sur cet énorme dossier, bon d'abord, il est énorme. Il est très lourd, il est passionnant et il nous ouvre des perspectives énormes sur moi ce que j'ai envie d'appeler notre seconde mutation cosmique. Voilà, je reviens un petit peu là-dessus, c'est-à-dire on a vécu pendant des siècles et des millénaires sur l'idée que voilà, nous étions au centre de l'univers. Bon, il y avait des ténèbres extérieures avec des monstres, comme le croyaient les légendes mythologiques. Et puis, voilà, mais on maîtrisait à peu près la question. Il y avait le ciel et la terre, il y avait l'enfer pour les méchants à la fin des temps. Tout ça, c'était assez stable, c'était bien stratifié. Tout. Il y a eu une première mutation cosmique, c'est le choc de l'héliocentrisme. C'est la découverte de Copernic, confirmée par Galilée, les astronomes. La Terre est une petite boule qui tourne autour du Soleil. Et en plus, il y avait ce qu'on appelait la sphère des fixes à l'époque, c'était les étoiles fixes. On pensait qu'il y avait une coque sur laquelle gravitaient les étoiles et que ça nous protégeait un petit peu. On était encore protégé par cette espèce de sphère des fixes, comme on l'appelait. Et elle a explosé à l'époque de Galilée, parce Galilée et ses collègues ont braqué leurs premières lunettes, et puis ils se sont aperçus que la Voie lactée, c'était des millions d'étoiles. Ils ont pu voir les étoiles. Et ils ont compris que c'était absolument gigantesque. Donc ça, c'est le premier choc cosmique. Dès cette époque-là, et même avant, on pensait aussi à l'existence d'autres civilisations, mais c'était très loin. Et y a-t-il d'autres êtres? Oui, il y a des théologiens tout à fait réputés qui l'ont dit à l'époque. Oui, bien sûr. Bon, il y en a un qui a eu des gros ennuis, c'était Giordano Bruno, mais c'était parce qu'il était hérétique par ailleurs. Mais il y avait un autre théologien du Vatican qui s'appelait le cardinal de Cuse, qui lui a dit pratiquement la même chose. Oui, il y a probablement des êtres extraterrestres, mais il n'a pas du tout été ennuyé parce qu'il a su enrober les choses avec plus d'habileté. Et on en a discuté dès le XVIIe siècle. Il y a un auteur, Fontenelle par exemple, qui a écrit un livre sur la pluralité des mondes habités. C'était un thème assez aimable de discussion philosophique, disons. Voltaire a mis en scène
un géant extraterrestre, etc. On aimait bien ces histoires. Mais là, au XXe siècle, il s'est passé deux choses. C'est que d'abord, la science est devenue très rationaliste, très agressive, très anti-religieuse, si on veut. Donc là, il y a eu une sorte de rigidification de la pensée intellectuelle et scientifique qui s'est accompagnée de l'idée que nous étions seuls dans l'univers, parce que le hasard et la nécessité, etc., vous savez, le livre de Jacques Monod, faisait que c'était tellement improbable l'apparition de la vie que nous étions sûrement seuls dans l'univers. Or, voilà que arrivent les ovnis, et c'est quoi ça? C'est peut-être le début d'un deuxième choc cosmique avec l'idée que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais qu'ils sont là, qu'ils nous connaissent et que certains nous visitent depuis longtemps. Alors ça, c'est une autre histoire. Gilda Bourdet, sur ce phénomène ovni, selon vous, depuis le temps que vous enquêtez sur le sujet, est-ce que plus on enquête, plus on en sait ou moins on en sait? Plus on enquête, plus on en sait. Alors là, je suis tout à fait affirmatif. Non, attendez, moi je prêche pas du tout l'ignorance, là. Au contraire, quand on ne comprend pas bien, il faut étudier davantage. Et bon, moi, pour ma part, je vais quand même lever le pied un peu parce que j'ai l'impression d'avoir suffisamment acquis de connaissances pour avoir quelques idées, avec encore beaucoup d'interrogations. Mais j'ai le sentiment d'avoir quand même une obscure clarté, n'est-ce pas, qui tombe des étoiles, et de commencer à comprendre certaines choses. Par exemple, ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils sont là, ils nous observent, ils nous surveillent. Notre époque est très spéciale, ça explique la multiplication et la monstration progressive de ces extraterrestres. C'est que nous sommes en train d'arriver à l'âge adulte. Il faut qu'on fasse cette mutation. Il faut qu'on passe ce cap. C'est selon vous ce qui explique une levée, une fin du secret, ce passage à l'âge adulte et peut-être les technologies qui font que l'information passe plus rapidement. Et il y a tout un faisceau d'événements qui... Il y a tout un tas de raisons. Celle que je viens de dire, qui est une raison un peu philosophique, c'est qu'il faut qu'on évolue. Et il y a des extraterrestres qui nous poussent un petit peu à le faire. Peut-être qu'ils vont nous pousser d'ailleurs plus vigoureusement, on va voir. Ils vont peut-être se montrer un peu plus encore. Et puis il y a deux partenaires dans ce jeu. Il y a nous, les humains, et puis il y a eux. Il y a l'agenda des aliens. S'ils se montrent, s'ils ne voulaient pas se montrer du tout, nous ne serions pas en train d'en parler. Il n'y aurait rien. Nous en parlons parce qu'ils ont décidé de se montrer à plus grande échelle depuis maintenant 60 ans. La vague de 1947, c'est flagrant. C'est une énorme, c'est une première grande opération de monstration des ovnis, en fait. Avec des problèmes. Les crashs d'ovnis, c'était peut-être pas prévu au programme, ça non plus. Mais une vraie volonté de se montrer impliquerait déjà une réalisation de cela. Il suffirait de se placer au-dessus de quelques grandes villes, ne serait-ce que pendant une heure. 5 minutes. Si ces extraterrestres sont bien là, comme moi j'ai toutes les raisons d'en être convaincu, ils peuvent faire exploser la mur du secret en 3 minutes. Il suffit de venir placer en point fixe un ovni, place de la Concorde, et c'est fini. Ou au-dessus du bâtiment des Nations Unies, ou devant la Maison Blanche, et c'est terminé. On saura. Cela n'est pas encore pour demain matin, je pense. Mais le processus de sensibilisation, d'habituation, comme disent certains, il y a un programme d'acclimatation, si on emploie ce mot-là, qui semble se dérouler, mais qui n'est pas clair non plus, parce qu'il y a le ciel, c'est compliqué. Si on demande la question, si un extraterrestre vient ici et nous demande les humains sont-ils bons ou sont-ils méchants, nous serons bien embarrassés pour lui répondre, parce qu'il y a de tout. Il y a du bon et du moins bon et du pas bon du tout sur la planète Terre. Mais pourquoi en serait-il autrement ailleurs? Il y a probablement du bon, du moins bon et du pas bon dans l'espace aussi. Il y a même des conflits éventuellement. Il y a des textes très anciens qui évoquent cela. Les textes de l'Inde antique évoquent des conflits entre les dieux, avec des descriptions d'effets d'armes nucléaires, figurez-vous.
Alors, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, finalement, sur le côté ridicule de certaines manifestations, on pourrait dire, si on suit cette logique, que il y en a certains qui souhaitent véritablement une prise de conscience et d'autres qui s'acharnent à ridiculiser les apparitions pour qu'il y ait un contrepoids et qu'on tienne toujours ce sujet pour Oui. justement folklorique. Oui. Il semble bien, même certain, qu'il y a des forces, qu'il y a des gens qui poussent à la divulgation. On en a évoqué quelques-uns tout à l'heure, tous ces colonels là, qui voulaient faire un film sur la première rencontre avec des aliens. Ça, c'est le côté des gens qui essaient d'avancer vers la divulgation. Il y a eu un nom pour ces gens-là, on a appelé ça la volière aussi, des aviaries. C'était des gens de ces milieux militaires, aéronautiques, qui essaient de pousser à la divulgation. On a cité le colonel Alexander de Leeds, par exemple. Moi, je l'ai rencontré, le colonel Alexander. À mon avis, c'est quelqu'un, bon, il a très mauvaise réputation, mais c'est quelqu'un, en fait, qui essaie d'aller dans le sens de la divulgation. Oui. Et puis, mais il y en a d'autres qui bloquent, qui passent leur temps à tout freiner, qui disent, mais non, il n'y a pas d'extraterrestres. Allez, je ne vais pas être trop méchant, mais il y en a qui vont vous dire, mais non, c'est une force de contrôle, tapis dans une autre dimension, qui nous joue des sales tours, qui nous embrouille. Et moi, je me demande si les gens qui disent des choses comme ça, c'est pas eux qui embrouillent, justement. Gilda Bordet, tout ça à découvrir et bien plus dans votre livre OVNI vers la fin du secret, paru aux éditions JMG, dans la collection Le Temps Présent. Gilda Bordet, je vous remercie vraiment d'avoir réalisé cette émission. C'est moi qui vous remercie. Et je vous dis à très bientôt. Eh bien voilà, à bientôt. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi soir à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h. C'est une émission proposée et dirigée par Didier Deplège, animée aujourd'hui par Alexandre. Notre invité était Gildas Bourdet.